Bonjour à tous, merci d'être dans ce webinaire donc TPE-PME, comment bâtir une cyberprotection optimale avec Microsoft. Aujourd'hui, vraiment, on va vraiment se focus sur une solution vraiment dédiée aux PME. Je vais pas en dire plus, on va faire une introduction avec la sécurité Microsoft en 2022, on va parler budget, R&D, état de la sécurité et les classements. On va faire un zoom sur le DR, Microsoft Defender for Business, on va parler de ses fonctionnalités, le marché, les bénéfices, les bonnes pratiques. Donc on fera une démo aussi voilà, de la plateforme Defender for Business. Et je vais laisser la main. Donc moi j'ai la chance d'avoir en fait avec moi donc Yacine Drid qui est consultant cybersécurité chez nous, chez Bechley Comsoft, et aussi Jean-Philippe Lesage, donc Cybersecurity Cloud Solution Architect chez Microsoft. Voilà, donc vous aurez le plaisir et le loisir d'échanger avec eux tout au long du webinaire. Je récupérerai vos questions dans l'onglet questions et on essaiera d'y répondre à la fin. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, bien sûr, on reviendra vers vous. Vous pouvez à tout moment m'écrire dans le chat, m'écrire dans l'onglet questions. Donc ça, c'est pas, y a pas de problème. La présentation vous sera bien sûr envoyée. Donc ça aussi, ne vous inquiétez pas. Et on aura aussi des petits sondages tout au long du webinaire. Un pop-up va s'afficher à l'écran, voilà, avec des petites questions et on partagera avec vous les résultats en temps réel. Si vous n'entendez pas bien le webinaire, si vous ne voyez pas la présentation, pareil, vous l'écrivez dans le chat, on mettra en pause, on regardera ce qui se passe. Le but, c'est que vous puissiez avoir toutes les informations. Voilà, je laisse la main à Yacine et à Jean-Philippe. Merci à tous et je reste disponible tout le long du webinaire. Merci. Merci Alexis. Par contre, je ne peux pas partager, moi. Hmm. Hop, et tu peux présenter Et maintenant. maintenant, je peux montrer mon écran, c'est fantastique. Bon, je vais couper la caméra parce que le débit n'est pas forcément super puissant chez moi. Et on va démarrer. Montrer mon écran. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, Yes, on voit ton écran. Bon pour moi. Je te laisse démarrer, Yacine. oui. Donc, merci à Alexis de nous avoir présenté. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à notre webinaire dédié cybersécurité optimale par Microsoft pour les PME TPE de moins de 300 users. Donc, comme l'a si bien présenté précédemment mon cher collègue Alexis, aujourd'hui au menu du jour, on va voir dans la globalité l'introduction de la sécurité côté Microsoft. On va faire un zoom sur l'EDR, Microsoft Defender for Business. On va vous expliquer comment arriver à joindre toutes les solutions de sécurité côté messagerie, côté endpoint, côté également DLP pour les structures PME, TPE. On va également mettre l'accent sur une démo vraiment orientée solution qui va prendre plus de temps que prévu. Derrière, on va parler du côté licensing, comment obtenir cette licence de Defender for Business et Defender for Business Premium. Par la suite, nous allons également échanger sur ce que nous on fait au sein de Bechley Comsoft. On est également distributeur de solutions, mais également on accompagne l'ensemble de nos clients sur la partie service. Je te remercie Jean-Philippe pour la prochaine slide. Donc voilà, je te laisse te représenter Jean-Philippe. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-Philippe Lesage et je suis architecte de sécurité pour les partenaires chez Microsoft. Et je vous remercie d'être présent pour ce webinaire et je remercie Bechley Comsoft de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Du coup, juste avant de rentrer dans le bain et dans le vif du sujet, on entend souvent parler des différentes notions connues de nos jours sur la sécurité. Avant, on parlait d'antivirus. Maintenant, on parle de PP. Le PP, c'est quoi? C'est comme une sorte d'antivirus nouvelle génération qui est basé également sur les signaux connus, appelé également Endpoint Protection Platform, que vous pouvez constater sur l'ensemble des structures et qui évolue également selon les menaces. Cependant, on va faire plutôt un zoom sur l'EDR. J'ai pris cette image. euh, voilà, merci. J'ai pris cette image notamment sur le net qui explique vraiment synthétiquement la brique EDR dans l'ensemble des structures. EDR pour Endpoint Detection and Response. Si vous voyez bien ce graphique, on voit un cyberattaquant, un intrus qui essaye de pénétrer au sein de votre résidence principale, de votre structure. Là, en fait, l'EDR, il est là pour vraiment détecter et répondre par rapport à l'incident. C'est-à-dire, il y a une brèche, il y a une faille,
ou autre sur les endpoints, vous aurez directement une notification et derrière, il y aura une stratégie de remédiation à adopter. Certes, la caméra que vous voyez en haut, c'est une notion de SIEM qu'on n'abordera pas forcément aujourd'hui, mais dans un autre futur sujet, je l'espère. Et pour finir, nous allons voir l'XDR, qui est en fait la version, si je peux dire, 2.0 de l'EDR, parce que XDR, comme son nom l'indique, c'est Extended Detection and Response. Ça couvre pas seulement les endpoints, c'est-à-dire les terminaux, les smartphones, les laptops, les imprimantes ou autres, mais également sur l'ensemble de votre parc et de votre infrastructure IT, partie réseau, partie terminaux, partie cloud et partie applicatif. Donc, exemple, messagerie ou autre, et ainsi de suite. Donc, merci. Et en dernier lieu, ce que j'aime souvent également indiquer, c'est montrer vraiment que pendant le mois d'octobre et novembre, il y a eu de nouvelles menaces. Comme vous pouvez le constater, il y a eu des brèches, notamment chez Uber, chez la banque Chase Bank, qui est vraiment une banque multinationale, même chez l'éditeur Blizzard, où il y a un virus qui s'est faufilé en type vraiment un personnage en un PRG, même chez Meta. Et malheureusement, comme vous pouvez le constater, depuis 2-3 semaines, il y avait le CG de la Seine-et-Marne, en 77, qui a reçu une cyberattaque. Et malheureusement aussi, début de semaine, courant ce week-end, le centre hospitalier de Versailles qui a également reçu une attaque. Et c'est une sorte, on va dire, de camouflage de Lockbit 3.0, qui sont un groupe de cyberattaquants qui permettent de bloquer l'ensemble des institutions, et ainsi de suite. Et cette source-là, je l'ai pris de Cyber Management Alliance, qui est un site dédié par rapport à l'ensemble des actualités vraiment connues sur l'ensemble du périmètre et des structures. Voilà. Du coup, je laisse la parole à mon collègue Jean-Philippe. Oui. Oui, très intéressant. Donc, faites un petit peu attention aussi à la partie XDR quand même, parce que c'est un nom global hein, en fait, de typologie de produit. Et il n'y a pas forcément la même chose dans tous les XDR. XDR, le truc, c'est de se dire, bah, en fait, je suis capable de couvrir plusieurs workloads, de protéger plusieurs workloads. Typiquement, je sais pas, je protège la collaboration et je protège les endpoints. Bah, ça, c'est déjà un XDR. Mais si un XDR protège 5 workloads, c'est un XDR aussi. Donc, faites attention à ça, à la dénomination et regardez plutôt ce qu'il y a derrière. C'est ça qui est très important aussi. Sinon, en quelques chiffres, bon, les chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes à savoir. C'est d'abord le fait que chez Microsoft, ben, l'investissement au niveau de la sécurité, il est extrêmement important. Depuis quelques années, là, ça a vraiment fortement grossi. Et pour vous donner un exemple, sur les 5 prochaines années, on va investir 20 milliards de dollars, rien qu'en cybersécurité. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel on a un ensemble de solutions qui est très avancé et très large, et sur lequel on va continuer à avancer, bien sûr. Après, on dit souvent qu'il y a de l'analyse de signaux de sécurité. Chez tous les grands, hein, il y a de l'analyse de signaux. Mais qu'est-ce que c'est que ces signaux? En fait, ces signaux, c'est ce qu'on appelle des signaux faibles. C'est essayer de repérer les éléments qui vont nous indiquer que potentiellement, il peut y avoir quelque chose de dangereux qui va se passer. Alors, ces signaux, ils peuvent venir de partout, hein. Ils peuvent venir peut-être de l'analyse qu'on fait parce que nos data centers sont attaqués en permanence. Ça peut être de l'analyse qu'on fait sur nos solutions et puis qu'il y a eu une attaque à tel endroit et qu'elle s'est passée de telle façon et qu'on enrichit un petit peu comme ça nos connaissances. Alors 43 billions de signaux, vous verrez peut-être 43 trillions aussi. Alors ça dépend si on le lit en format américain ou en format français, mais c'est 10 puissance 12, hein, en fait, c'est signaux par jour. Donc c'est extrêmement important et ça c'est intéressant pour les produits parce que ça enrichit en fait la connaissance qu'on a et ça enrichit chaque produit. Donc ces signaux, en fait, ils vont servir de base à tous les éléments qu'on va pouvoir voir par la suite. Donc c'est important parce qu'en fait, derrière, il y a quoi? Il y a du machine learning, il y a de l'analyse, et ce machine learning, il est pertinent et d'autant plus pertinent que la quantité de données analysées est importante. Donc ça, c'est pas juste des chiffres, mais c'est des éléments qui sont intéressants dans les produits par la suite. Après,
il y a un gros problème en ce moment au niveau mondial, hein, c'est le manque de personnes qui travaillent dans la cybersécurité. Chez Microsoft, il y a plus de 8500 ingénieurs et chercheurs en sécurité, donc c'est quelque chose de relativement important. Et ça aussi, c'est important dans nos outils, parce qu'il n'y a pas que le machine learning qui sert, hein, et heureusement, il y a aussi des analyses, des vraies analyses avec des vrais analystes pour améliorer les choses, ou parfois même pour documenter les informations. Parce que ce qui est important aussi en sécurité, c'est de se dire, bah, tiens, oui, il y a peut-être une attaque, il y a une alerte chez moi, mais en fait, qui m'attaque et comment ça va se passer et quel est le groupe et qu'est-ce qu'ils font et quelle va être la suite des événements. Donc toutes ces informations-là, ça peut être intéressant de les avoir dès le début et de ne pas devoir chercher à droite et à gauche. Après, dans nos différents outils, on peut aussi avoir des informations qui remontent. Donc le nombre de menaces qui sont bloquées sur les points de terminaison, par exemple. Donc c'est ce qu'on va voir avec la partie Defender. Les menaces bloquées sur l'identité, il y a des grosses attaques hein, sur l'identité, c'est un des vecteurs d'attaque les plus importants, avec le phishing hein, notamment. Donc tous ces éléments nous permettent aussi d'enrichir la plateforme et de dire, bah, tiens, il y a une campagne de phishing de telle façon qui est arrivée à tel endroit, bah, on a enrichi la plateforme et les autres clients, par exemple, ils sont prévenus et c'est bloqué avant que ça arrive. Donc il y a un patient zéro, mais on s'arrête au patient zéro en fait. C'est ça qui est important. Je vous invite à aller regarder le Microsoft Digital Defense Report, qui est un élément super intéressant, qui remonte un petit peu tout ce qui s'est passé cette année au niveau des attaques et au niveau sécurité. Le portfolio Microsoft sur la sécurité, il est super large. Quand on parle de la gamme Defender, c'est la gamme qui va protéger contre les menaces. Quand on parle de Sentinel, on parle d'un SIEM, donc de l'analyse de logs et quelque chose qui va pouvoir récupérer des logs d'un peu partout et même d'un monde qui n'est pas du tout Microsoft, évidemment. Quand on parle d'Entra, on parle de l'identité. Quand on parle de Endpoint Manager Intune, on parle du périphérique. Quand on parle de Purview, on parle de la protection et de la gouvernance et de la conformité au niveau de la donnée. Et puis Priva, c'est pour la gestion des données personnelles. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée de comment ça se passe. Les noms, c'est pas forcément toujours simple parce qu'ils changent. Ça, c'est une bonne idée aussi de temps en temps de se dire, bah tiens, on était habitué à ce nom-là, bah on va le changer. Bref, Defender, rappelez-vous, tout ce qui était ATP peut-être avant, bah maintenant ça s'appelle Defender. C'est peut-être un petit peu mieux aussi au niveau nom. Et voilà, cette slide vous donne une bonne idée de si vous connaissiez l'ancien nom, bah, vous connaissez le nouveau nom. Il y a souvent des choses qui changent aussi entre Windows et Microsoft. Pourquoi ça change? Windows Intune devient Microsoft Intune? Bah, tout simplement parce que au départ ça faisait Windows et maintenant bah, on s'est élargi au niveau de la plateforme et au niveau des OS type iOS, Android, etc. Azure Sentinel, Microsoft Sentinel de la même façon. Si on parle un petit peu du monde dans lequel on vit et de ce qui se passe autour de nous. Alors, certains disent il suffit de regarder le journal du 20h pour être sensibilisé au niveau des attaques qui se passent. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus au journal. Si vous avez suivi ce qui se passe dans les différents hôpitaux parisiens, en ce moment, on en parle pas mal. Mais ce qu'il faut noter, et ce qu'il faut noter pour tout le monde, c'est que les attaques, elles se multiplient, ça c'est un fait, mais en plus, elles sont de plus en plus sophistiquées. Alors, je vais m'arrêter à un type d'attaque là qui concerne un peu tout le monde, qui sont les attaques par rançongiciel. Si je parle du monde dans lequel on était il y a quelques années encore, les attaques par rançongiciel, c'était plutôt en mode opportuniste. J'envoie des mails, je fais du phishing, et puis à l'occasion, il y a peut-être un utilisateur qui va cliquer, et puis ça va lancer le rançongiciel. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais chiffrer en fait tout ce à quoi l'utilisateur a accès. Très bien. Mais ça, c'est pas terrible en fait. Le retour sur investissement, il n'est pas terrible parce qu'en fait, je ne vais chiffrer que ce à quoi l'utilisateur a accès. Quand on regarde la plupart des attaques par rançongiciel à l'heure actuelle, ce sont des attaques qui sont, comme moi j'appelle ça des vraies attaques en fait. La finalité est le ransomware, mais l'attaque, elle se produit bien avant et elle évolue au sein de l'entreprise. Je vais peut-être rentrer par du phishing, je vais peut-être rentrer par de l'identité, peu importe. Je vais rentrer par un endroit ou un autre, par la porte qui est la plus facile à ouvrir en fait.
je rentre, et là, en fait, je vais découvrir le monde de l'entreprise qui m'entoure, le monde de l'IT. Je vais m'organiser pour essayer de prendre le contrôle de ce monde, c'est-à-dire d'avoir les droits nécessaires pour effectuer ce que je veux. Et à partir du moment où j'ai tous les droits, à ce moment-là, je vais lancer la finalité qui est le rançongiciel. Et les dégâts sont plus les mêmes. Hein. Ce n'est pas ce à quoi accède l'utilisateur, c'est toute l'entreprise, y compris bloquer les backups peut-être. Hein. Donc ça, c'est le type d'attaque qu'on voit maintenant, et on appelle ça chez nous Human Operated Ransomware. C'est parce qu'il y a une vraie attaque qui est effectuée. Donc ça se multiplie et ça fait d'énormes dégâts. Hein. Donc il faut s'en protéger, et comme je dis toujours aussi, il ne faut pas se dire est-ce que je vais me faire attaquer, mais il faut plutôt se dire quand est-ce que ça va m'arriver et est-ce que je vais être prêt. C'est ça qui va être le plus important. Les outils de sécurité, il faut qu'ils suivent le rythme. Et le rythme, il est donné par les attaquants. Et ils sont très inventifs, ils vont très très vite, donc il faut réagir extrêmement vite. Pour réagir vite, il faut des outils qui soient capables de se mettre à jour en continu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la faille Log4j, par exemple, qui est quelque chose qui a eu lieu l'année dernière et qui était très très important. Très difficile de savoir où étaient les DLL, etc. dans mon entreprise, donc très difficile de savoir ce qui était vulnérable. Ben, en fait, très rapidement, dans les outils qui sont des outils cloud, on a eu les éléments qui permettaient de faire ça. Donc, ils sont mis à jour en continu et tout de suite, on a les alertes, on a les règles qu'il faut qui se mettent en place. Donc, ça, c'est super important. Un autre point qui joue en désavantage, je dirais, des défenseurs, c'est qu'il y a un paysage réglementaire et qui devient de plus en plus complexe. Hein. Il peut y avoir des réglementations peut-être par secteur d'activité, des réglementations par pays, et donc ça, il faut suivre ces réglementations. Alors du coup, il y a un gros écart qui se fait entre l'attaquant et le défenseur. Le défenseur, il doit défendre tout le temps, partout, en suivant des règles. Et l'attaquant, il attaque n'importe où, n'importe quand, il ne suit aucune règle. Donc il y a déjà un gros désavantage. Donc il faut faire attention à ça. Est-ce que ça concerne les PME? Ça, c'est peut-être une question qu'il faut se poser. Ça, c'est tiré d'un rapport de l'ANSSI qui est sorti au mois de mars, mais qui est le rapport sur l'année 2021. Donc sur l'année prochaine, il faudra attendre le mois de mars suivant. Et en fait, on voit une très nette évolution, une part très importante en fait des entités qui sont victimes et une part très importante des PME. Donc, il ne faut pas se dire qu'on ne va pas se faire attaquer ou que ce n'est pas pour moi. Bien au contraire, vaut mieux se réparer. Et imaginez, vous avez un marathon à courir aujourd'hui, et ben, vous n'allez pas apprendre à courir aujourd'hui. Vous n'allez pas apprendre à choisir vos baskets aujourd'hui. Donc, tous ces éléments, il faut le préparer. Et en général, les entreprises ne sont pas assez préparées à ce genre de choses. Il y a une étude, d'ailleurs, que j'ai lue ce matin, là, qui est sortie hier sur Siècle Digital. En fait, vous pourrez voir l'article. Hein. Ça a été commandé, ça a été publié par l'IFOP pour, je sais plus, un assureur, il me semble. Et en fait, s'explique que sur les entreprises interrogées, c'est sur des PME, hein, donc il y en a une sur 10 qui a déjà subi une cyberattaque, il y en a eu 6000 l'année dernière, il me semble, si je me souviens bien. Et puis sur les entreprises interrogées, il y en a 67% qui sont conscients de leur vulnérabilité. Donc ça, c'est quand même une bonne évolution. Il faut en être conscient. Et puis après, il faut mettre en place les choses qui vont bien. Alors, on se situe plutôt bien au niveau de Gartner. Je vais vous passer ces slides assez vite. Au niveau du Forrester aussi, il n'y a pas de souci. Bon, c'est une façon de voir les choses, mais c'est pas la seule. Alors, la sécurité, c'est pas forcément simple à prendre en compte. Et je me dis toujours, mais je commence par quoi? Qu'est-ce que je dois faire? C'est pas forcément facile. Donc, il y a des modèles qui existent. Il y a notamment un modèle qui est le modèle Zero Trust. Hein. Alors après, il peut être pris comme un buzzword. Hein. On peut se dire, oui, je parle de Zero Trust pour me faire mousser un petit peu. Mais non, mais derrière, il y a vraiment des éléments qui sont intéressants quand on regarde dans le détail ce qu'on peut faire et puis ce qu'il faut faire, en fait, parce que c'est un vrai voyage, hein, la sécurité. C'est pas dire, tiens, du jour au lendemain, c'est bon, je vais avoir un environnement sécurisé. C'est vraiment se dire, ben,
par où je dois commencer, quelles doivent être mes priorités, comment je vais évoluer, quel est le voyage en fait que je vais effectuer. Et puis, ce voyage, il va changer au cours du temps, hein. Les attaques, elles vont changer. Mon travail aussi va peut-être changer, hein. Avec le Covid, par exemple, le travail à distance, on l'a vu de plus en plus. Donc, les méthodes de travail évoluent. Bah, derrière, la sécurité, elle doit forcément évoluer. Donc, dans ce modèle, il n'y a pas que ces piliers qui sont là, mais il y a trois gros piliers qui sont qu'on aime bien reprendre. Vérifier explicitement, c'est de se dire, je dois avoir confiance en l'environnement qui va s'authentifier sur mon infrastructure, sur mes infrastructures. Donc l'environnement, c'est quoi? Ben, c'est l'utilisateur, c'est peut-être son périphérique, tout ce qui est autour du celui qui arrive dans mon entreprise et qui va accéder à des ressources de l'entreprise. Donc vérifier explicitement, c'est se dire, est-ce que mon niveau de confiance est suffisant pour laisser passer? Voilà. Ensuite, bah, c'est un principe qui est quand même assez vieux, ça, mais qui est à la base de beaucoup de choses. Le principe de moindre privilège, c'est de se dire, j'ai pas besoin d'être admin global de tout pour effectuer juste une petite tâche d'administration. Il vaut peut-être mieux que je réduise les droits. Et c'est ce qu'on va proposer d'ailleurs dans Microsoft 365 Business Premium. Il y a dans les facilités qu'on a à configurer, bah, il y en a une notamment qui est de dire mais comment je choisis mes admins et qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc ça, c'est un élément très important. Et faciliter la configuration, c'est un élément qui est encore plus important. Après, présupposer la compromission, ben, c'est ce dont on vient de parler, c'est de se dire, je vais me faire attaquer, il faut juste que je sois prêt. Donc, rappelez-vous, hein, l'histoire de mon marathon, je commence à apprendre à courir, je commence à savoir chausser mes chaussures, je commence à analyser comment moi je peux courir, à quelle vitesse, etc. Et puis, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être attaqué. Il n'y a pas de souci. Ben, vous le verrez. Déjà, ça c'est le premier point. Vous verrez que vous êtes attaqué. Vous verrez l'environnement qui est attaqué. Et puis surtout, vous saurez quoi faire. Ça, c'est un point essentiel. Ce qu'on vous présente là, c'est un PPT. Donc, PPT, souvenez-vous, ça veut dire People, Process, Technology. C'est-à-dire que là, on parle de technologie peut-être, mais n'oubliez pas qu'il faut des processus. Il faut que vous sachiez quoi faire à quel moment. C'est ça les processus en fait. C'est pas réfléchir au moment où il y a l'attaque, mais tiens, je fais quoi? J'appelle qui? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Où sont mes backups? Tout ça. Non, non, non. Ça, je m'en occupe pas. J'ai aucun stress là-dessus puisque je sais exactement ce que je dois faire. Ensuite, people, c'est savoir sensibiliser les utilisateurs d'abord, et ça, c'est quelque chose qui doit être fait en continu. Et puis aussi avoir des administrateurs qui soient très très sensibilisés sur la sécurité. Donc n'oubliez pas ce triptyque, hein. Rappelez-vous PPT, People, Process, Technology, les trois vont ensemble. Alors un petit zoom sur l'EDR avec une petite question d'abord. Yes, je vais vous poser la petite question. Donc, elle va s'afficher à l'écran. On va essayer de voir un peu quel type d'équipe on a aujourd'hui. Donc, votre équipe de sécurité est constituée de 1 à 5 membres, 5 à 10, 10 à 15, 15 et plus. Voilà, donc le sondage est ouvert et on vous partagera les résultats une fois qu'on a voté. Ça vote déjà très très vite. Voilà, on a 44-52% de votants, ça va vite. C'est super intéressant de voir à peu près bon, c'est un webinaire sur les PME, TPE, donc qu'on ait des équipes 10 à 15 membres, ça paraît quand même plutôt, ça paraît plutôt, comment dire, incongru, mais voilà, on a beaucoup à voter. Je laisse encore une seconde ou deux pour le dernier votant et on va partager les résultats et je vous laisserai les commenter, Jean-Philippe et Yacine. Allez, je ferme 82%, il y a quasiment tout le monde qui a voté, mais je pense qu'il y a tout le monde qui suit. Allez, je ferme, je partage. Fantastique. Pas de surprise, hein, pour le coup. Et alors, du coup, Est-ce que tu vois les résultats, Jean-Philippe? C'est bon? moi, je vois rien du tout, mais il faut peut-être que je fasse On quelque a chose. 94% de 1 à 5 membres. Non, non, du tout, ça va peut-être arriver, c'est le temps de. Des fois, il y a des petits temps de latence. On a 94% de 1 à 5 membres, ce qui est plutôt logique. Ouais. 4% 5 à 10. On n'a pas 10 à 15 et on a des 2%
15 membres et plus. Donc, on a quand même des grosses équipes, 2% de grosses Donc, on est équipes. Mais principalement de la 1 à plupart, 5 c'est de 1 membres. à 5 membres. D'accord. Donc, du coup, on est bien dans C'est le ça, exactement. truc pour se dire, on n'a pas beaucoup de monde, mais on a quand même beaucoup de boulot. Donc, il va falloir demander peut-être un peu d'aide aussi. Et puis, il va falloir avoir les outils qui puissent faire le boulot le plus embêtant, je dirais, à ma place. Ça, c'est le point aussi qui va être essentiel. Et du coup, ben, ça va bien tout ça, puisque on a un élément qui s'appelle Defender for Business. Alors, on a parlé de DR tout à l'heure. Et on dit souvent Defender, alors Defender for Business ou Microsoft Defender for Endpoint, c'est le même produit en fait. C'est un EDR. Ben, quand on vous dit ça, c'est pas qu'on vous ment, mais on vous dit pas tout. Et on vous dit pas tout, ça va dans le bon sens parce que ça ne fait pas que DR. C'est ça qui est important. Et c'est ça que vous voyez sur ces slides et c'est ça qu'on va voir en fait dans ces 10-15 minutes là, c'est que Defender for Business, c'est un EDR effectivement, mais pas que. Il a d'autres possibilités aussi. Et donc la partie TVM, la partie réduction de surface d'attaque, la partie antivirus, la partie automatisation, etc. Voilà, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, dans la partie sécurité, et donc là, on est plutôt sur le endpoint. Hein. Donc, c'est un élément quand même essentiel au niveau de la sécurité. Le endpoint, c'est quelque chose qu'on a besoin de protéger. Il y en a partout. Et j'aime bien savoir ces endpoints, s'ils sont bien configurés, par exemple. Est-ce que les règles que j'ai décidées dans mon entreprise, elles sont bien appliquées sur ces endpoints, sur ces périphériques? Est-ce que les politiques de sécurité, notamment, que moi j'ai souhaité mettre en place, est-ce qu'elles sont bien passées sur tous ces éléments-là? Ben, ça sont des choses qu'on va pouvoir voir assez facilement sur mes périphériques. Et puis, je vais avoir ce qu'on appelle un Secure Score aussi, qui va m'aider en me disant, mais tiens, sur telle et telle partie, sur tel périphérique, tu pourrais quand même améliorer les choses en faisant ça. Et après, c'est un choix. Et dans ce Secure Score, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une notion de ROI. C'est-à-dire que si je mets en place ça, est-ce que je vais gagner beaucoup au niveau sécurité? Ah oui, oui, tu vas gagner beaucoup. Mais si je mets en place ça, est-ce qu'il va y avoir un gros impact sur mes utilisateurs? Ah ben non, il n'y a pas beaucoup d'impact. Ah ben, du coup, le ROI, il est super intéressant. Donc voilà, ça va vous permettre de choisir et de prioriser ce que vous devez faire. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis, avoir des tableaux de bord qui vont me permettre de voir très rapidement l'essentiel, en fait, je dirais. Hein. Est-ce que mes périphériques sont conformes? Est-ce que il y a des périphériques qui sont affectés par telle ou telle attaque ou des choses comme ça? Et où j'en suis de mon score d'exposition, ça pourrait être ça aussi. Donc, une variété de tableaux de bord, c'est super intéressant. Une intégration transparente, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, j'ai un outil qui va me servir à gérer mes périphériques, qui s'appelle Intune, par exemple, ou Endpoint Manager, comme on souhaite, hein, peu importe les noms qui sont donnés. Et cet outil, en fait, il va me permettre de les gérer et d'affecter des stratégies, mais pas seulement des stratégies de sécurité, hein, mais notamment des stratégies de sécurité. Et bien, il va pouvoir y avoir une intégration entre mon côté plutôt EDR, je surveille ce qui se passe, je fais de l'analyse de vulnérabilité, tout ça, et le côté, ben, je gère mes périphériques et j'applique des stratégies et je modifie peut-être ces stratégies. Du coup, ça peut être très intéressant, ça. Parce que mon Defender for Endpoint, qui est mon EDR++, il va me dire, mais fais attention, tu as tel composant qui est installé sur tel poste, il n'est pas à jour, et du coup, ben, en fait, tu es vulnérable à tel type d'attaque. Donc ça, c'est mon analyse de vulnérabilité. Très bien. Et alors là, ben, il suffit d'aller dire à monsieur Endpoint Manager ou Intune, ben, il faut faire la mise à jour sur ces postes-là. Il faut faire la mise à jour de ce composant et il faut lancer cette mise à jour. Voilà. Et donc, il y a interaction entre les deux pour faciliter les choses, faciliter les déploiements. Un qui fait de l'analyse de vulnérabilité et l'autre qui va faire la correction et le déploiement si nécessaire, évidemment. Donc ça, c'est la première partie, qui est la partie TVM, en fait. Threat and Vulnerability Management. C'est en temps réel. On va avoir déjà un
score d'exposition. Est-ce que mes périphériques, ils ont un score d'exposition élevé, c'est-à-dire qu'ils sont très vulnérables. Donc ça, c'est peut-être un peu dangereux. Donc il faut regarder pourquoi ils sont exposés et lesquels sont exposés et à quoi ils sont exposés. Est-ce que ça ne concerne que le monde Microsoft, ça? Bien évidemment non. Si je suis exposé parce que j'ai mis telle application sur mon périphérique et qu'il utilise tel DLL et que tel DLL est sensible à telle attaque, bah oui, c'est une vulnérabilité. Elle ne concerne pas Microsoft, par contre, elle concerne mon périphérique. Donc, j'ai plutôt intérêt à le savoir. Donc, ça, c'est de la découverte qui est continue. Donc, vous pouvez être très bien à un moment donné et au moment suivant être beaucoup moins bien. Donc, vous dire, oui, ça allait parfaitement hier, mais tiens, il y a eu un déploiement d'un outil là sur 10 postes hier soir, et du coup, aujourd'hui, je vois mon score d'exposition qui est beaucoup plus élevé. Ben, il y a peut-être quelque chose qui se passe mal avec ce nouvel outil que je viens d'installer. Il a peut-être amené des vulnérabilités. Il faut peut-être que je corrige maintenant. Donc voilà. Donc ça, ces éléments sont super importants aussi. De l'analyse de vulnérabilité, c'est ce qui va me permettre, moi, de me protéger en amont et de me dire, ben, je vais rendre l'attaque ou le travail de l'attaquant beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est bien, parce qu'en fait, l'attaquant est peut-être un petit peu feignant. Et en fait, lui, ce qu'il va vouloir faire, c'est avoir un ROI aussi. Il n'est pas là pour s'amuser ou juste pour se faire plaisir. Il est là pour gagner de l'argent. Donc ça, c'est clair, et en gagner le plus vite possible. Donc pour ça, il va aller à ce qui est le plus facile. Si votre entreprise est trop difficile ou trop complexe à attaquer, qu'est-ce qui va se passer? Il va passer à la suivante. Il y a, je sais pas, 150 000 petites et moyennes entreprises en France. J'ai quand même un champ d'action qui est relativement important. Si celle-là c'est trop compliqué, je passe à la suivante et puis c'est tout. Et puis sur les 1000 sur lesquels je vais essayer, s'il y en a 10% sur lesquels ça passe, moi ça me va bien, ça fait 100 et sur les 100, je vais faire mon beurre pour l'année, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est ça, rendre le travail un petit peu plus compliqué et ça c'est important. On a vu les vulnérabilités. Maintenant ce qu'on va voir c'est comment réduire en fait ma surface d'attaque. Réduire ma surface d'attaque, c'est en fait durcir un petit peu mon système, quoi. Durcir mes composants. Donc, ça peut être en amenant des configurations qui renforcent justement le durcissement, qui rendent plus difficiles les attaques, ou qui rendent certains éléments impossibles à faire dans mon environnement. Et ça, c'est très intéressant. J'élève, pareil, la difficulté par rapport à l'attaquant. Après, j'adapte ça à mon organisation, parce qu'en fait, l'ASR, la réduction de surface d'attaque, elle n'est pas la même pour tout le monde. Elle ne va pas être peut-être la même pour tous les individus de mon entreprise ou pour tous les postes de mon entreprise. Peut-être qu'il y a des postes qui sont très, très sensibles. Ça peut arriver. Donc, ceux-là, je vais les durcir beaucoup plus. Typiquement, s'il y a un poste qui me sert qu'à faire de l'administration, celui-là, il va être très durci. S'il y a un poste qui a moins d'accès, etc., je vais peut-être un peu moins le durcir. Et il faut toujours penser qu'il y a un élément qu'il faut regarder. C'est comment gérer le curseur entre sécurité et productivité. La productivité, c'est essentiel à mon entreprise. La sécurité, c'est essentiel aussi. Mais il faut se positionner au bon endroit parce que sinon, si j'embête trop mon utilisateur avec de la sécurité, si je le bloque trop, si je l'empêche de faire des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être très inventif. Et il va être très inventif et peut-être que ce qu'il va faire en étant très inventif, ça sera pire que ce que je pensais auparavant. Donc, il faut bien gérer cet élément-là et arriver à bon escient. Et puis que la sécurité, ce soit quelque chose qui soit normal, en fait, après. Et qui soit complètement intégré par les utilisateurs et qu'ils se disent, oui, c'est normal que je fasse ça parce que je protège mon entreprise. C'est tout. Donc voilà. Il y a ces éléments-là à regarder aussi. Il y a un aspect utilisateur qu'il ne faut jamais oublier, évidemment. Après, quand je vais mettre en place du durcissement comme ça, mais quel va être l'impact? Mais ça, c'est important que je connaisse aussi. Quel est l'impact si je fais ça? Donc, là aussi, on va avoir ce type d'information dans la partie ASR et réduction de surface d'attaque. Donc ici, vous avez des exemples qui vous sont donnés sur ce qu'il est possible de faire. Après,
on a l'aspect antivirus. Donc, Next Generation Protection. Donc, ça, c'est juste un indispensable. Un antivirus, oui, bon, bah, je pense que maintenant, tout le monde en a. Ça permet de bloquer les menaces directement. Les menaces qui sont en fait des malwares, hein, voilà. Même des malwares qui n'existaient pas auparavant, parce que c'est souvent ça, hein, ce qui se passe. Hein. Créer un malware juste pour vous, c'est pas très difficile. Hein. Par contre, il faut avoir un outil, un anti-malware de nouvelle génération qui soit capable de détecter qu'en fait, ce nouvel élément dont on n'a pas la signature, rien du tout, hein, bah en fait, oui, on le connaît, parce qu'à l'intérieur, il est composé exactement comme le malware à côté qu'on connaît très bien. Donc voilà. Donc ça sont des choses qui sont relativement bien connues. On bloque les logiciels malveillants et puis on les bloque parce que on sait comment ils fonctionnent et puis on connaît un peu tous ces éléments. Alors, avez-vous un EDR au sein de votre structure ou un EDR++, comme, comme Microsoft Defender for Business? Yes, j'ai lancé la question, est-ce que vous avez un EDR au sein de votre structure? Oui, non, c'est très simple. Je vous laisse quelques secondes pour voter. Et pareil, on partagera les résultats. Comme ça, on pourra voir un petit peu en combien de pourcentage de personnes chez vous ont un EDR ou pas. Alors, 70% de votants. Voilà, c'est encore quelques secondes. Ça vote très très vite. Très actif aujourd'hui. C'est top. 78. Allez, 3 secondes encore. Et je partagerai les résultats. Et pour l'instant, c'est assez mitigé. Hein. Allez, je clôture le résultat et je vais vous partager les résultats. Allez, vous me dites si vous voyez Yacine et Jean-Philippe les résultats. Sinon, je vous les commande directement. Communique, parce que moi, je vois pas là. En fait. Il faut peut-être que je fasse quelque chose, remarque, mais je ne sais pas quoi. On a environ 54% qui ont répondu qu'ils ont un EDR. 54% oui et 46% non. C'est du 50-50 presque là. 50-50, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'il y a déjà une bonne évolution et que vous avez pris en compte l'aspect cybersécurité. Après, l'aspect cybersécurité, c'est assez large. Hein. C'est pas juste un EDR, évidemment. Il y a plein d'autres choses à côté qu'il faut regarder. Mais c'est déjà une bonne chose. Ensuite, donc on a la partie, on est en plein dedans. Avez-vous un EDR? Là, dans Microsoft Defender for Business, il y a évidemment cette partie EDR qui existe. Alors cette partie EDR, elle va permettre de détecter sur les attaques qu'on appelle les attaques avancées, en fait. C'est pas malware, c'est peut-être des actions qui sont effectuées par certains utilisateurs. Alors, que ce soit eux qui les effectuent ou pas, hein, peu importe. Mais en fait, qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et ça devient un comportement anormal ou une succession d'actions qui deviennent anormales par rapport à un utilisateur lambda. Donc, il y a de la détection, il y a de l'analyse comportementale qui va être faite. Et puis après, cette analyse comportementale, elle va être faite aussi au niveau des processus, au niveau de ce qui tourne sur la machine, etc. Il y a peut-être des processus qui, soudainement, font des choses qui sont complètement anormales. Et ça veut peut-être dire qu'il s'est passé quelque chose, qu'ils ont peut-être été patchés par quelque chose en mémoire ou autre, on ne sait pas, mais ils ont un comportement qui devient complètement anormal. Et ça, on va le détecter. Donc, ce n'est pas un malware qu'on a installé dans la machine, mais c'est peut-être qu'il y a eu une attaque qui est en train de se faire avec des outils qui sont peut-être des outils normaux aussi, hein, des outils d'administration classiques, mais qui sont détournés de leur fonctionnement. Et dans ce cadre-là, eh bien, l'analyse va nous dire que ce qui se passe, c'est pas normal. Et donc, on va avoir des alertes qui vont monter sur ces sujets-là, et puis on va savoir ce qui se passe exactement au niveau d'un périphérique, au niveau de l'attaque. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a aussi certaines attaques qu'on appelle des attaques de type fileless, c'est-à-dire que des attaques qui ne laissent aucune empreinte sur le disque. Il n'y a rien qui se passe sur les disques. Donc, le next-gen antivirus, lui, il ne sait pas ce qui se passe. Et ces attaques qui ne s'effectuent qu'en mémoire sont très complexes, justement, à analyser. Et puis, ça permet de le faire, évidemment, d'analyser le comportement d'un processus qui devient complètement anormal parce qu'il va accéder à tel endroit de la mémoire alors qu'il n'a pas du tout à le faire. Enfin bon, voilà. Il y a plein d'éléments qui permettent comme ça de pouvoir remonter des choses
qui ne peuvent pas être remontés par un autre élément. Et puis, du coup, on va pouvoir effectuer des actions assez rapidement. Et les actions, c'est quoi? Les actions, on a vu tout à l'heure que, en fait, les équipes IT, elles sont pas étendues, hein, et puis on manque de ressources au niveau des individus en cybersécurité. Et du coup, si l'outil, il peut m'aider en effectuant les étapes, alors ils disent ici idéales, qui sont faites par des analystes, ouais, ça c'est plutôt pas mal parce que ça va faire les choses automatiquement. Et ça m'intéresse beaucoup. Typiquement, je sais pas, moi, il va peut-être se passer des choses. Tiens, il y a une attaque. On a l'impression qu'il y a une attaque qui est en cours sur tel périphérique. Il y a une analyse qui va être lancée automatiquement. Et dans Defender for Business, tout ça c'est déjà réglé, hein, c'est déjà mis en mode automatique, etc. Donc, on vous a facilité l'intégration et la configuration. Et du coup, il va y avoir une analyse en profondeur qui va être faite, et puis peut-être des corrections qui vont être effectuées automatiquement. Donc, typiquement, je sais pas, j'ai une nouvelle clé de registre qui arrive par tel élément qui me semble bizarre, et puis et elle va se relancer automatiquement au redémarrage de la machine ou des choses comme ça. Oui, effectivement, ce sont des choses qui peuvent être modifiées automatiquement et puis être répercutées sur différents postes, évidemment. C'est pas uniquement de l'analyse sur un poste et puis on s'arrête là. C'est est-ce qu'il se passe pas les mêmes choses ailleurs et où est-ce que ça s'est répercuté et comment je fais pour contenir tous ces éléments. Et donc ça, évidemment, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisque c'est l'outil qui le fait. Et là, on parle de Lighthouse. Et là, c'est Yacine qui parle de Lighthouse. Oui, tout à fait, parce que sur la partie Lighthouse, Microsoft 365 Lighthouse, ça fait partie également, c'est destiné pour les entreprises de moins de 300 utilisateurs qui ont du Defender for Business ou du Microsoft Defender for Business Premium. C'est des partenaires qui sont en limite à disposition pour les structures permettant de checker l'ensemble de l'environnement côté sécurité, donner des recommandations sur la partie endpoint à grande échelle, mais aussi donner vraiment un axe de compréhension et de protection sur les connexions dites risquées. Et en soi, c'est un partenaire, un MSP avec qui vous avez l'habitude de collaborer, qui a accès à votre console et vous fournit des recommandations et des axes d'optimisation pour protéger vos endpoints au sein de votre structure. Donc voilà. Pour la slide suivante, on parle de Microsoft Defender for Business Server, qui est très très récent. C'est un add-on qui existe maintenant sur la protection des serveurs, par contre, pour les structures de moins de 300 utilisateurs. En fait, c'est une licence qui est payante, c'est pour MS 365 Business Premium ou Defender for Business. C'est assez simple, vous pouvez également l'activer de votre console en tant qu'administrateur, à savoir que c'est une licence de serveur Microsoft Defender for Business par instance de serveur. Et vous avez en soi une limite de 60 licences de serveur Microsoft Defender for Business. C'est très simple à utiliser et à implémenter au sein de votre environnement. Donc voilà. C'est plutôt super intéressant parce que du coup, ça me permet de tout avoir dans le même portail, quoi, en fait. Tout à fait. C'est très, Alors, on va dire, intuitif, voilà, en effet. gérez-vous l'ensemble de vos endpoints Question. via Alors, est-ce que vous gérez l'ensemble de vos points via Intune? Oui, non. Ça répond très très vite. Et 50% de vos temps, exactement une seconde. Je pense que vous êtes derrière Il n'y a personne qui dort, en fait. votre outil de sondage. Tout le monde est là, tout le monde est resté. Fantastique. Ah non, là, c'est 11h44. On va manger dans 3 petits quarts d'heure ou une demi-heure pour Vous êtes certains. chaud, là. Ouais. Et ça répond très très vite. Je vais laisser encore quelques secondes et c'est la réponse est super intéressante. Je la partagerai juste après les derniers votants. 73%. Allez, on va clôturer et je vais essayer de partager les résultats avec tout le monde. Ok. Voilà. Allez, raconte-nous. Il y a 19% de oui et 81% de non.
qui ne gèrent pas leur endpoint via Intune. Bon, après, peut-être qu'ils les gèrent par autre 19% chose. oui et 80% non. Le but, c'est C'est quand ça, même exactement. de les gérer, Je au pense que moins, c'est de ça. les gérer tout court. Ça, c'est un premier point qui est super important. Avec Intune, c'est quand même euh, mieux, je dirais, pour moi, au moins. Et puis, mais au moins, la gestion des périphériques, c'est important. Donc, on va passer à la partie démonstration. Alors, est-ce que vous voyez toujours mon écran ou pas? Oh, oui, tout à fait. Oui, c'est bon. Alors, je vais passer sur la partie démo. Est-ce que je peux fermer ça? Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran toujours sur la partie démo? Oui, Jean-Philippe. C'est bon. Alors, je vous disais tout à l'heure que quand on démarre un Microsoft 365 Business Premium, en fait, on va être guidé sur un certain nombre de choses. Et ça, c'est super important. Et là, c'est exactement ce que j'ai. Je me suis recréé un tenant rapide là, sans faire grand-chose dessus pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Mais en fait, ici, je suis exactement guidé sur les choses que je dois effectuer, notamment au niveau de la partie authentification et sécurité. C'est pas juste la partie EDR, mais par exemple, ce qu'on a vu, on a parlé de Zero Trust tout à l'heure. Donc le buzzword là, comme je disais, mais c'est pas que le buzzword, non. Limiter les accès administrateurs, mais c'est exactement un des éléments dont je parlais. Euh, Configurer l'authentification multifacteur, mais c'est aussi un autre élément dont je parlais. Et on peut même aller plus loin en mettant de l'accès conditionnel. Et on verra que, on peut voir après dans cette partie-là qu'il y a même des règles de base qui sont déjà créées si on le souhaite. Donc, ça permet de faciliter grandement les choses. Et si je passe sur la partie onboarding de mon Defender for Business, ben, à ce moment-là, je vais avoir tous les éléments ici dont je parlais aussi tout à l'heure. Donc, assigner les permissions. Ben oui, c'est exactement ça. C'est qui a droit de faire quoi sur la plateforme. Ça, c'est le premier point super important. Je ne vais pas avoir tout le monde qui va avoir le droit de tout faire. Ensuite, les notifications. Et puis ensuite, comment je fais pour le mettre en place et puis déjà avoir des éléments qui arrivent de mes périphériques. Donc ça, c'est le premier élément que je voulais partager avec vous. Et après, je vais passer sur moi, plutôt la partie comment ça se passe, qu'est-ce qu'on voit au niveau d'une attaque, quoi. En fait, c'est surtout ça qui va peut-être vous intéresser, quels sont les éléments qu'on pourrait regarder. Quand j'arrive dans Defender, dans la partie Defender, donc là, je suis plutôt sur Microsoft 365 Defender parce que mon environnement où les attaques sont peuplées, il est Microsoft 365, mais il n'y a pas grosse différence. Et Yacine en parlera tout à l'heure des quelques différences qu'il peut y avoir. Ben, en premier lieu, vous arrivez sur les tableaux de bord dont je parlais tout à l'heure. Et les tableaux de bord, vous les mettez comme vous voulez, en fait. Vous choisissez les éléments que vous voulez voir sur ces différents tableaux de bord. Donc ça, c'est un choix que vous avez. Et puis derrière, vous voyez les utilisateurs à risque, où est-ce qu'il y a eu des menaces qui sont arrivées, les périphériques, est-ce qu'ils sont bien intégrés dans la plateforme, etc. Bon, vous voyez en fait ce que vous avez choisi de voir. C'est ça qu'il faut surtout regarder. Après, si je passe dans la partie, donc moi je vais plutôt regarder la partie incident. Sur la partie incident, je vais avoir la liste des incidents. Et puis là, je vais en avoir masse, parce que c'est un environnement de test sur lequel j'ai un accès à read-only. Donc, j'ai la liste de tous les incidents que je pourrais avoir sur la plateforme. Alors, j'en ai choisi ici, normalement, un. Voilà. Par contre, est-ce que je peux enlever ça? Fermer ce panneau. Voilà. Alors, j'en ai un ici, et en fait, quand j'ouvre un incident, je vois directement, bon, le titre de l'incident évidemment, mais je vois des tags qui vont m'aider en fait à valider, à regarder, à savoir ce qu'il y a dedans, etc. Et il y a des tags qui sont mis déjà de base. Bon, là, j'ai la plateforme en version US, mais vous inquiétez pas, on peut basculer en français si on veut. Et notamment, savoir dans quelle partie je me situe au niveau de l'attaque. Donc ici, par exemple, c'est du credential phishing. Donc, on a essayé d'avoir accès à l'utilisateur via un email de phishing, par exemple. Donc, là, on parle d'email, mais c'est bizarre, l'EDR, c'est pas de l'email, ça. Mais en fait, non. Mais dans Business Premium, vous avez aussi la partie protection contre les menaces liées à Office 365.
Et on a parlé d'XDR. Ben là, on commence déjà à avoir de l'XDR parce qu'on a la partie collab qui est surveillée et puis on a la partie périphérique qui est surveillée. Donc, en fait, dans cet incident-là, je vais avoir les différents éléments qui vont venir de la partie collaboration. Donc, un utilisateur qui a ouvert un mail ou qui a ouvert une pièce jointe ou des choses comme ça. Et puis, je vais avoir la partie, mais qu'est-ce qui se passe sur le périphérique? Qu'est-ce que je vois? Bah, tiens, il y a un payload qui est en train d'arriver sur le périphérique. J'ai ouvert le document. Et puis, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées sur le périphérique. Ça, c'est pas normal. Dans la partie toujours incident, dans ce que je peux détailler, bah, je peux voir quand est-ce qu'il a démarré, etc., la dernière activité. Je peux voir les périphériques qui sont visés par cet incident, les utilisateurs, les boîtes aux lettres, les différentes alertes. Et je pourrais même voir aussi après bah, ce que j'ai fait pour cet incident. Est-ce que je l'ai assigné à quelqu'un? Est-ce que j'ai fait du travail dessus? Est-ce que j'ai voulu mettre une petite remarque spécifique pour que la personne suivante elle puisse suivre ce qui s'est passé, etc. Donc, je vois un petit peu tout ce qui se passe autour de l'incident. Après, derrière, en fait, je vois exactement pourquoi il y a eu un incident et ce qui s'est passé. Donc ici, par exemple, j'ai vu que le site de phishing, il y avait potentiellement un site de phishing sur lequel un utilisateur avait cliqué. Je vois que aussi il y avait une suspicion sur du dialogue avec une adresse IP et cette adresse IP, elle me semble malveillante, moi. Donc, il y a un certain nombre d'éléments comme ça. Et comment je sais qu'une adresse IP est malveillante? Est-ce que moi, je le sais? Non, moi, je ne le sais pas forcément. Par contre, l'outil, il a quand même des moyens de le savoir. Parce que si vous vous souvenez bien, les 43 billions de signaux qui sont analysés tous les jours, bah ça fait partie des signaux qui sont analysés et qui vont me permettre justement d'être très pertinent et puis de le savoir. Alors, il y a l'utilisateur qui a cliqué après. Après, ça venait d'où? Ça venait d'un message, tout ça. Donc, je vois exactement tout ce qui a pu se passer au niveau des différentes activités sur l'utilisateur. Après, je pourrais voir toutes les alertes ici qui sont disponibles. Alors là, évidemment, j'en vois pas parce que ça remonte un petit peu trop loin, mais je pourrais voir toutes les alertes qu'il y a pu y avoir et je pourrais même voir ici, par exemple, qu'il y a eu une requête LDAP qui a été effectuée sur ce périphérique. Une requête LDAP, qu'est-ce que c'est? Ben, je vais regarder l'Active Directory, essayer de trouver peut-être les groupes où il y a des administrateurs. Ça m'intéresse pas mal parce que si je trouve les administrateurs et que j'arrive à les compromettre, ben, je vais être le maître du royaume. Et une fois que je suis le maître du royaume, qu'est-ce que je fais? Ben, je lance mon attaque ransomware et je chiffre tout. Voilà. Donc tous ces éléments-là, on va pouvoir les avoir dans les différentes alertes. Bon, je ne vais pas passer sur les alertes une par une. Et après, j'ai tous les éléments qui sont impactés. Donc, tous les périphériques qui ont été impactés par ce type d'alerte. Et puis, dans les périphériques, je peux avoir des tags aussi qui sont liés. Et celui-là, il faut faire très attention à ce périphérique, parce que c'est le périphérique de mon directeur. Donc, peut-être que le pouvoir de nuisance à partir de ce périphérique, il est plus important qu'un autre. Donc, ça, c'est très intéressant aussi d'avoir cette connaissance-là et de l'avoir intégrée. Après, mes utilisateurs, bah, quels sont les utilisateurs qui sont impactés par cette attaque? Quelles sont les boîtes aux lettres qui sont impactées? Quelles sont les investigations qui ont été effectuées? Et ça, c'est l'automatisme qui a été effectué, en fait. Et donc là, je vois par exemple que on essaie de cliquer sur une URL, etc. Et on a trouvé que cette URL était malveillante. Mais en fait, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on a découvert que cette URL qui n'existait pas ailleurs, etc., c'est me.mylogon.me, donc elle n'existait pas ailleurs, par contre, elle est malveillante. Et du coup, il y a eu le patient zéro, mais après, bah, il y en a peut-être d'autres qui ont reçu les différents éléments dans leur boîte aux lettres ou des choses comme ça. Eh ben, on va les enlever. Voilà. Donc, les investigations sont importantes et facilitent grandement les choses. Après, les évidences bah, sont les preuves, en fait. Quelles sont les preuves qu'il y a vraiment une attaque? Et où est-ce que je les trouve? Alors, j'ai des preuves dans des URL, j'ai des preuves dans des adresses IP qui sont considérées comme malveillantes, j'ai des preuves dans des fichiers, j'ai des preuves dans des processus qui sont lancés et qui font des choses malveillantes. On pourrait aller voir, par exemple, qu'il y a des commandes PowerShell qui ont été lancées à partir de ce poste-là.
Et ces commandes PowerShell, en fait, elles ont été lancées à partir d'un fichier Word, d'un document. Et ce document, il venait d'où? Mais il venait d'un mail. Donc voilà, on peut reprendre tous les éléments et toute la chaîne d'attaque assez rapidement et voir surtout l'étendue des dégâts et pouvoir bloquer, hein, si je souhaite. Après, je peux effectuer des choses évidemment manuelles pour bloquer si nécessaire. Bon, je vais m'arrêter là sur la partie démo et au niveau des attaques, mais on pourrait aller très très loin et aller dans chaque élément et voir quelle commande a été lancée, comment, à partir de quel processus et tout. Donc on peut vraiment aller très très loin dans l'investigation et savoir exactement ce qui se passe. Et on s'enrichit les uns les autres, hein. On a un Defender for Office 365 qui est disponible. Ben, il va enrichir la partie endpoint et inversement. Voilà. Donc ça c'est important. Ils travaillent les uns avec les autres aussi. Je vais te repasser la main, Yacine. Merci beaucoup Jean-Philippe, merci pour l'ensemble des informations. Je reprends la main pour vous montrer également une démonstration, mais surtout sur la partie TVM et Intune. Donc, est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Alors, pas encore. Alors, attends, je vais voir si tu dois avoir la main quand même, c'est mieux. Voilà, hop, je te donne la main Parfait, de présentateur. parfait. Là, c'est bon. Du coup, Super, vous voyez mon écran? C'est parfait. Yes. yes. Du coup, pour compléter ce que Jean-Philippe vous a montré il y a quelques instants, on va plus partir sur on va dire, le centre de TVM pour Threat Vulnerability Management, pour la gestion des vulnérabilités au sein de votre environnement, pas que sur Windows. Là, si je zoome, j'ai un dashboard, un tableau de bord explicatif de mon score d'exposition. Moins il est élevé, mieux je me porte. Là, je vois vraiment l'ensemble des applicatifs qui sont concernés. Qu'est-ce que je dois faire pour réduire mon score d'exposition? Là, notamment, je vais zoomer sur la partie mise à jour de Microsoft Edge. Là, je vois qu'il y a une menace et là, je vois en soi qu'il y a 3 devices qui sont exposés. Ce que je vais faire plus en détail, je vais aller sur mes devices qui sont automatiquement, je dirais pas automatiquement à 100%, mais gérés par Intune. Comme vous pouvez le constater, c'est MEM pour Microsoft Endpoint Manager. Et je vois que j'ai cet utilisateur-là qui est un environnement de test qu'on a développé en interne. Là, on voit que cet utilisateur a l'OS Windows 11 qui est actif et le dernier update a été effectué le 8 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui à 9h32 et qui est géré par Microsoft Endpoint Manager. Donc, ce qu'on peut faire avec cette brique sur Defender for Business, c'est aller sur le TVM, partir sur la partie recommandation pour vraiment me sécuriser, avoir plus de posture de sécurité, si je puis dire, zoomer sur des recommandations que je peux effectuer, corriger, remédier. Là, je vois que j'ai 3 devices sur 7 qui sont exposés. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur la vulnérabilité. Je vois toutes les informations qui sont liées au CVE, Common Vulnerability Exposition. Il y a les 3 devices qui sont exposés. Quel est l'impact? Qu'est-ce que ça permet de réduire? Et j'ai une partie également sur la partie serveur plus partie endpoint. Donc, moi, ce que je souhaite faire, je souhaite activer une remédiation. Ce que je vais faire, je clique dessus. Là, je vois qu'il y a les 3 devices. La remédiation, on me dit soit de désinstaller, soit de mettre à jour, soit de faire attention. Admettons que j'ai envie de faire d'updater. Je choisis, admettons, une date maximale au 29 décembre. Certes, ça sera la période des congés, mais bon, il faut être là parce qu'on est tout le temps, on doit tout le temps être protégé. Priorité high, affaire SVP pour vos équipes. Voilà, exemple. Là, je demande une remédiation et c'est activé. Du coup, là, je peux voir vraiment, elles sont où ma stratégie de remédiation. Là, j'ai demandé sur Microsoft Chrome BZ, comme on peut le voir, c'est activé aujourd'hui. Donc 0 sur 3, endpoint résolu. Ce que je vais faire, parce qu'on a dit tout à l'heure la notion Intune, c'est que c'est directement
intégrer, ingérer, corréler sur l'ensemble des environnements. C'est ça aussi l'avantage d'avoir une seule plateforme unique parce que tous les portails communiquent entre eux. Donc, je suis, admettons, un ingénieur sécurité. Ce que je fais faire, je vais sur Endpoint Security. Je fais sur Security Task. Et là, j'ai l'ensemble de mes tâches que je dois effectuer par rapport aux stratégies de remédiation. Là, on a vu tout à l'heure sur Microsoft Edge Chromium Based. Donc là, c'est aujourd'hui pending, comme on peut le constater. Source ATP, du coup, c'est Defender. Et ça a été activé. Donc, il y a cette tâche-là. Il y a une autre tâche. Donc 22.2. Non, c'est pas celle-là. Excusez-moi. Hop. On arrive à voir l'ensemble des tâches à effectuer. Donc c'est aujourd'hui. C'est lié ici avec le format. Ce que je veux faire par la suite, je veux activer et remédier à cette problématique. Je vois qu'il y a les devices qui sont impactés. Je dois l'accepter et je suis l'ensemble des explications pour effectuer la stratégie de remédiation au sein du groupe et au sein du tenant. Donc voilà, juste pour vous dire, c'est que vous pouvez gérer vos menaces, vos recommandations directement à travers un seul portail et c'est connecté sur l'ensemble des devices, du Windows, du Linux, même également de l'iOS et tout ce qui est device, smartphone ou autre. Voilà. Ça, c'était vraiment, on va dire, la casquette d'intégration sur la partie device, comme on peut le constater. Vous pouvez avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, du Windows 11 ou Windows Server, et ainsi de suite. Donc voilà. Côté démo, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on va peut-être retourner sur la présentation. Dernière Mhm. petite question, je pense, avant que tu repartes sur ta présentation. Je sais pas si elle est dessus. Ouais. Je vais vous la lancer. Voilà, avant qu'on reparte sur la présentation. On aimerait bien savoir quelle est votre roadmap sécurité pour 2023. Est-ce que vous avez plusieurs projets, des priorités plutôt EDR, XDR? Vous ne savez pas par où commencer. Voilà, je vous laisse quelques secondes avant de voter. Je vous ai mis aussi un lien pour prendre rendez-vous directement avec Yacine dans le chat. N'hésitez pas si vous avez beaucoup de questions. Voilà, il y a 4 champs de formulaire. Vous le remplissez, on reprendra contact avec vous. Bien sûr, on aura un espace de questions-réponses. Là, je vois que le temps file. Si on ne peut pas répondre à tout, on vous forcément reviendra vers vous. On répondra à toutes les questions. Je laisse encore quelques secondes pour sondage et je partagerai avec vous les résultats. Et je relaisserai la main à Yacine qui vous parlera de licensing et on fera un échange on fera un échange de questions-réponses. Allez, je laisse encore 5 secondes et je ferme et je partage. On voit que 60% ont plusieurs projets, 12% sont vraiment focus EDR, 5% XDR et 22% qui ne savent pas par où commencer. Donc ça va te faire du boulot, Yacine. Avec grand plaisir, on est là pour vous Et accompagner je te de bout laisse la en bout. main. Yes. Côté Microsoft Business Premium, comme l'a expliqué Jean-Philippe, je te laisse réexpliquer si tu souhaites. Ouais, ok, pas de souci. Bon, Ouais. là, on a vu on s'est un peu concentré sur la partie périphérique, mais si on revient à la partie Zero Trust, on n'oublie pas l'utilisateur et puis les identités. Et ces identités, ces utilisateurs, il faut les protéger. Donc, on fait comment? Ben, on attaque avec peut-être du MFA, mais quand il faut. On attaque avec de l'accès conditionnel aussi quand il faut. Quand j'accède à une application qui est critique, ben là, j'ai besoin d'authentification multifacteur, par exemple. Ou quand je suis à l'extérieur, en dehors du réseau de l'entreprise, ou des choses comme ça. Donc, c'est des règles d'accès conditionnel où je peux gérer en fait mon curseur entre sécurité, productivité et surtout protéger l'identité. Ça, c'est un élément, c'est un des points d'entrée les plus importants. Sécurité des périphériques, on vient d'en parler. Sécurité des applications, bah, c'est pareil. Comment on fait en fait dans les applications? Mon Office 365, comment je fais pour protéger ce que je fais dedans? Comment je peux protéger aussi les documents? Est-ce que mon patrimoine informationnel, il est bien protégé même d'une erreur d'un utilisateur? Ça, c'est important aussi. Mon utilisateur, il a pris un document interne et il l'a mis dans un mail. Ben, sauf qu'il s'est trompé, il l'a envoyé à la mauvaise personne. Qui n'a jamais fait ça? Et ça arrive évidemment régulièrement. Ben, sauf que la mauvaise personne, elle ne pourra pas ouvrir le document parce que ce document était protégé comme un document interne. Ou alors,
cette personne ne le recevra pas du tout, ce document, parce qu'il y a eu une règle de DLP, donc Data Loss Prevention, qui a été mise en place sur la plateforme. Ça aussi, c'est dans Business Premium, des règles de DLP qui vont dire, bah tiens, ce type de document n'a pas le droit d'être envoyé à quelqu'un d'extérieur. Voilà. Donc, il n'y a pas que l'aspect périphérique, c'est un ensemble et c'est un voyage et on ne fait pas tout en même temps non plus. Et ben Yacine est là aussi pour vous aider à savoir comment démarrer et puis effectuer un voyage qui soit le plus intéressant pour vous, le plus efficace. Voilà. Merci beaucoup Jean-Philippe. Oui, en effet, on est là pour vous conseiller, vous accompagner de bout en bout, pas que sur la partie device, mais sur l'ensemble de vos environnements. Là, il nous reste pas beaucoup de temps, mais je reprends ce que Jean-Philippe il vous a communiqué. Il y a la partie vraiment DLP qui est un sujet très très important actuellement et ça prend de l'ampleur, pas qu'en France, mais en Europe. Ça permet également la protection des devices, la protection des données, où est-ce qu'elles se trouvent, où est-ce qu'elles circulent, qui a accès à mes données, pourquoi, comment et jusqu'à quel point X, Y, Z a accès à mes données. On va plus maintenant se baser sur vraiment les bénéfices de Defender for Business qu'on a vu initialement avec le slogan Do More with Less. Ce slogan-là, arrête-moi si je me trompe pas Jean-Philippe, mais il est plus centré sur vraiment la partie une plateforme unifiée, une plateforme centrale pour regrouper l'ensemble de la posture de sécurité d'un tenant et surtout des utilisateurs. Comme on peut le constater, il y a la partie protection des points de terminaison, simplicité d'installation et d'utilisation et surtout de la protection économique. Donc voilà. Pour aller également sur la partie licensing, je vais passer cette étape parce que on a, disons, moins de 300 utilisateurs, mais vous constatez que vous avez toutes les fonctionnalités comme si vous aviez un Defender for Endpoint plan 2. La seule différence, c'est que vous ne pouvez pas faire appel à un expert cybersécurité de Microsoft par rapport au système de ticketing. Par contre, vous avez vraiment, on va dire, la partie optimale de protection sur l'ensemble de votre tenant et device. Pour l'avoir, c'est assez simple. Actuellement, admettons, vous avez un Microsoft 365 for Business standard. C'est toute la suite, Office, du Word, Excel, PowerPoint, Teams, SharePoint et ainsi de suite. Vous rajoutez cette brique Defender for Business pour protéger vos terminaux, pour protéger l'ensemble des recommandations et augmenter votre posture de sécurité. Derrière, vous souhaitez vraiment compléter toute cette gamme-là et offrir une protection notamment sur la messagerie avec Defender for Office 365, le plan 1 qui est compris. Vous avez également le droit à Intune, Azure AD Premium Plan 1, quand on a parlé tout à l'heure sur la partie identité sur l'accès conditionnel, mais aussi la partie AIP, Azure Information Protection Premium Plan 1, tout ce qui est lié notamment à la partie DLP et d'autres fonctionnalités qui sont comprises. Et tout ce pack, tout ce bundle, ça vous fait le Microsoft 365 for Business Premium, la solution optimale pour protéger votre environnement pour les utilisateurs pour les structures de moins de 300 utilisateurs. Cette partie-là, mon collègue Alexis vous l'a posée. Je ne vais pas y revenir. Mais là, je vais vous parler de Bechley Comsoft. Qui sommes-nous? Bechley Comsoft, c'est une filiale du groupe Bechley, plus de 14 000 collaborateurs, et on est la filiale number one en France sur la partie software. Mais pas que. On n'est pas qu'un simple revendeur de solutions ou autre, mais aussi on a notre casquette, notre expertise, notre spécialité sur le conseil et accompagnement bout en bout. Vous pouvez également avoir l'ensemble des informations sur le site web. On a 4 piliers. Les 4 piliers sont le SAM, Software Asset Management, c'est en soi optimiser, avoir une vue globale de votre parc, d'être également avoir une vue globale du profiling qui a l'utilisateur à quel type de fonction ou licence, et surtout la partie Microsoft Contract Optimization. Notre deuxième pilier est lié plus sur la partie infrastructure et cloud, avec la partie workshop, notamment avec l'optimisation des dépenses sur votre Azure, plus optimisation d'une infrastructure générale virtuelle globale par Microsoft. Nous accompagnement également sur la brique sécurité, le vif de notre sujet d'aujourd'hui, à travers un Cyber Security Infrastructure qui s'appelle le CESAT, c'est évaluer des risques cybersécurité pour vos actifs Microsoft au sein de votre tenante. On dispose également de workshops, on accompagne nos clients de bout en bout et surtout aujourd'hui notre leitmotiv, si je puis dire, c'est
vous protéger, protéger votre environnement, mais également vous accompagner, notamment dans votre transformation digitale, dans la brique Modern Apps collaborative qui s'appelle, que vous voyez là, le pilier en jaune, avec des ateliers, des adoptions et change management. Et je tenais également à vous informer qu'on a aussi un large panel, on va dire, de partenaires externes spécialisés en cybersécurité, notamment sur les pentests, phishing et sensibilisation, mise en place, rédaction plutôt d'un PSSI, PAS, mise en place des, on va dire, des simulateurs de Red Hand versus Blue Team. Nous accompagnons également nos clients à travers des audits, GRC pour Governance Risk and Compliance, RGPD, également à partie sécurité managée et également conseil et mise en relation pour la mise en place d'un SOC. Merci mesdames, messieurs de votre participation, de votre écoute. Nous, on reste à votre écoute 24 heures sur 24, 27 jours sur 7, pas comme un SOC, mais on est là pour vous accompagner. Et est-ce que vous avez des questions? Alors, des questions, il y en a beaucoup. Alors, le replay, on va bien sûr vous l'envoyer à la fin du webinaire. La vidéo aussi. N'hésitez pas, ceux qui doivent nous quitter avant, c'est vrai qu'on a beaucoup débordé, à prendre 5 secondes pour remplir l'enquête de satisfaction. Ça nous permettra de nous améliorer pour le prochain webinaire. Je vous ai mis un lien dans le chat aussi pour prendre rendez-vous avec Cassine directement. Voilà, c'est gratuit, donc c'est rapide. Comme ça, vous pourrez discuter vraiment de tous vos projets avec lui. On a débordé, on va prendre quelques questions encore. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu tout aborder. C'est un sujet qui est tellement riche et intéressant, mais on va essayer de répondre à deux, trois questions. Et bien sûr, voilà, on reviendra forcément vers vous pour vous répondre à toutes les questions, parce que je vois qu'il y en a énormément qui ont posé beaucoup de questions, que ce soit lors de la démo, dans le licensing. Donc, super intéressant. On va remonter un petit peu dessus. Alors, j'aimerais savoir si l'intégration Microsoft Defender est possible sur des endpoints basés sur Linux, voire Mac. Sur Mac, oui. Et sur Linux, en fait, sur Defender for Business, je ne crois pas. Mais ça arrive sur MDEP2, donc c'est des choses qui se travaillent. Et puis les Linux, c'est serveur, il me semble, pour le moment. Mais Mac, oui, ça c'est sûr. Super, merci beaucoup. Jean-Philippe, une autre question un peu plus technique. Nous avons un EDR solution concurrente. Nous avons en effet de nombreux faux positifs quand il y a des comportements nouveaux détectés. À quel moment l'EDR décide de bloquer action automatique sur le poste, isolation, mise en quarantaine, etc. ou de juste remonter un comportement anormal? Mais en fait, il y a. Ah, il y a un autre complément si tu as Ça besoin. se configure en fait. Ça se configure, on configure jusqu'où on veut aller sur la remédiation. Et donc il y a une configuration par défaut où on le laisse faire et c'est lui qui va remédier. Et il y a deux autres configurations qui permettent d'être plus interactif. Mais plus interactif, ça veut dire qu'il faut agir sur la console pour que l'investigation continue. Donc c'est un choix qui doit être fait par l'IT en fait, hein, de comment on veut travailler. Mais oui, il y a possibilité de travailler un peu comme on le souhaite, soit le laisser faire au maximum, soit le laisser remonter les informations et agir en fait nous-mêmes. Donc il y a trois choix qui sont disponibles dans le portail. Et par défaut, le choix qui est choisi dans Defender for Business, c'est le choix de tout faire automatique. Parce que le complément justement de Damien qui posait cette question, c'était à quel point en fait on peut impliquer l'utilisateur dans le processus de remédiation ou d'intervention pour comprendre ce qui s'est passé. Je pense que c'est un peu, voilà, je pense que là on est Ouais, presque même dans après, de la gouvernance sécu. impliquer Mais l'utilisateur, oui, ça dépend comment et jusqu'où on veut aller avec l'utilisateur, parce que ouais, après, normalement, l'utilisateur n'a pas forcément tous les droits pour faire les choses. En fait, on peut étendre la plateforme un peu comme on veut, parce que derrière, on peut faire ce qu'on appelle du Logic Apps ou des choses comme ça, des choses qui sont réglées automatiquement et même avec les utilisateurs et avec des connecteurs si on veut, en se disant bah tiens, je veux que ce soit envoyé directement par Teams à l'utilisateur ou des choses comme ça. Donc il y a moyen d'interagir avec. Après,
sur ces tâches automatiques de modification. Normalement, c'est la plateforme qui le fait parce qu'en fait, ouais, il faut des droits, quoi, tu vois. Par exemple, quand tu veux modifier une clé de registre qui est peut-être un peu sensible, ben oui, il va falloir les droits pour le faire. Peut-être que l'utilisateur n'aura pas les droits. Euh, donc voilà. Après, on gère ça, je dirais. Ok, ça me paraît. Après, c'est une question de procédure. C'est surtout ça. C'est comment on veut le faire. C'est un outil, hein, simplement. Donc, l'outil, c'est pas lui qui doit décider comment vous allez effectuer vos modifications, etc. Lui, il va vous aider. Il va pouvoir vous aider en le faisant automatiquement plus ou moins. Mais après, c'est dans vos procédures que vous choisissez, vous, d'effectuer, que vous allez définir, que dire non, bah non, l'outil, je veux qu'il me prévienne. Après, les modifications, bah, c'est renvoyé, par exemple, à telle personne qui s'en occupe, et uniquement telle personne, qui va contacter l'utilisateur si nécessaire ou autre, qui va le faire à tel moment. Après, ouais, voilà. C'est ne pas oublier, hein. Si vous avez quelque chose à retenir aussi, c'est l'aspect process, people, process, technologie. Donc, il y a les trois en même temps. Et ça c'est chaque entreprise qui va peut-être être différente aussi. Il y a des guidelines qui sont globales, mais après, il y a chaque entreprise qui doit décider en fonction de comment elle a l'habitude de travailler aussi et comment elle veut travailler, bah, ce qu'elle doit faire en fait. Donc, on donne la possibilité de faire des choses le plus automatique possible. Après, c'est au choix de chacun de configurer la plateforme pour le faire ou pas. Mais de toute façon, on est prévenu, ça c'est sûr. Ça me paraît plutôt complet. Est-ce que Defender for Business est inclus dans le Business Premium ou pas? Tout à fait. Euh, Voilà, réponse simple, efficace. Est-ce qu'on peut utiliser juste la couche vulnérabilité ou autre si nous avons déjà un autre BPEDR? Ben, en fait, ouais, je dirais oui, mais en fait, vous aurez deux EDR en même temps. Après, ouais, voilà. Oui, pourquoi pas. Oui. Il y a encore du licensing, hein, je sais pas si tu as vu Yacine. Est-ce que Defender for Office est inclus dans Defender for Business? Premium. Oui, Premium. j'ai dit tout à l'heure MD Opera. Oui, Premium. Ouais. Ok. Hmm, Alors, j'en ai une autre encore. Dans la démo, je vois Identities sous Asset. Est-il inclus dans Defender for Business ou non? Alors, la partie identité, ça dépend. Alors, le portail Microsoft 365 Defender tel qu'on le voit, ça va être le même portail qui va être utilisé pour les entreprises qui ont du Microsoft 365 entreprise, en fait, de l'E5. Et dans cette partie-là, on va pouvoir notamment gérer la protection des identités qui seraient dans Active Directory Domain Services, donc plutôt sur les contrôleurs de domaine. Donc ça s'appelle Microsoft Defender for Identity. Ça, c'est pas inclus dans Business Premium. Par contre, tout ce qui est Azure a des premium P1 et donc la partie, je dirais plutôt regarder les utilisateurs côté cloud et puis avoir l'information côté cloud, ça oui. Ok, bon, on va prendre peut-être une dernière question et puis on va peut-être fermer au webinaire. On a gardé les gens. Mais c'est bien, on a encore Ah, beaucoup, peut-être des beaucoup, projets, beaucoup hein. collés à ce webinaire. Ouais, C'est on va comment peut-être ça aller manger, hein. Bon, euh, toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu, on va y répondre. On reviendra vers vous forcément, hein. On est désolé, peut-être que ça génère un peu de frustration chez certains et certaines. On revient vers vous. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à remplir un petit questionnaire de satisfaction à la fin. Vous pouvez prendre rendez-vous avec le lien de Yacine. Et puis, on vous enverra bien sûr le replay, la vidéo et la présentation PDF. Merci à tous d'être venus aussi nombreux à ce webinaire. Merci à Jean-Philippe, merci à Yacine. C'était Avec plaisir. super Merci à riche, tous. super intéressant. On a tellement qu'on a débordé. Voilà, faut Voilà, dire c'est ça. ça. Merci à Je tous et parle trop surtout à aussi. bientôt dans nos prochains webinaires. On vous recontactera. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toutes et à C'est tous. Au pas revoir. grave. Merci à tous. Au revoir.